Sommet des chefs d'État de l'EAC, le président kényan et président de l'EAC Uhuru Kenyatta a réuni les chefs de l'État sous-région dans le but de solder par la paix le climat froid qui règne entre la RDC et le Rwanda, mais aussi de jouer la carte militaire pour estomper définitivement le M23 dans l'est du Congo. Les enjeux d'une telle assise sont énormes et décisifs au regard de la méfiance et du caractère défensif du président congolais Tshisekedi qui exige le retrait immédiat des troupes militaires rwandaises de son territoire et maintient ses accusations du soutien au M23. Les assises et les enjeux sont à retrouver dans ce grand journal. On parle également en une de ce journal de Tunisie, une nouvelle manifestation contre le référendum du 25 juillet du président Kais Saied. Les protestations se multiplient contre le président tunisien et ce que la population taxe de mainmise sur le pouvoir. La dernière en date, le 19 juin 2022, appelée par une coalition de partis politiques d'opposition. Pour rappel, le référendum du 25 juillet prochain vise à la refonte de la constitution du pays. Des détails dans ce journal. En sport, récompense place à nouveau au CAF Award. Les footballeurs africains pourront à nouveau être honorés après 2 ans d'absence. La CAF Award fixe le prochain rendez-vous pour le 21 juillet 2022 au Maroc. Les pressentis, les nominés et les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Bienvenue au grand journal une fois de plus. Démarrons en parlant bien sûr de l'actualité en RDC, mais surtout de la communauté d'Afrique de l'Est qui joue la carte militaire pour résoudre l'invasion des rebelles du M23 et celle de l'apaisement entre le Rwanda et la RDC. Les résolutions qui découleront de ce 3e conclave des chefs d'État de la sous-région qui s'est tenu ce 20 juin 2022 sont très attendues. Conclave qui intervient au moment où la République démocratique du Congo reste sur la défensive. Des interrogations fusent quant à la résolution définitive du conflit et des tensions. Plus de précisions dans ce reportage. Depuis décembre 2021, le mouvement du 23 mars a repris les hostilités. Tandis que les tensions déciment les populations, elles grimpent aussi entre la RDC et le Rwanda, jusqu'ici accusés de soutenir le mouvement rebelle en financement et en armement. Les deux nations qui se regardent en chiens de faïence ont attiré l'attention de plusieurs intermédiaires. Voilà donc qui explique le 3e conclave convoqué par le président kényan et président de l'East African Community, Uhuru Kenyatta, ce 20 juin 2022 à Nairobi. Au préalable, le 19 juin, toujours à Nairobi, s'est tenue une réunion des commandants régionaux des forces de défense des pays de la communauté, ceci dans le but de préparer le déploiement de la force régionale dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, en étroite collaboration avec la MONUSCO. Présent à cet appel, dont l'objectif est de ramener la paix entre ces deux nations, le président rwandais Paul Kagame, Évariste Ndayishimiye, le président burundais Salva Kiir, du Soudan du Sud et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Pour meubler l'assise, déroulé du rapport de la réunion des chefs d'état-major généraux des pays de la communauté et consultation tenue par le secrétariat mixte RDC-Kenya dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce conclave devrait permettre non seulement d'ensemencer une trêve entre le Rwanda et la RDC, mais aussi les enjeux d'un déploiement militaire dans l'est du pays. Alors, pourra-t-on venir à bout des tensions? Une question qui vaut son pesant d'or seulement au regard des propos tenus par le président Tshisekedi, qui est persuadé de faire l'objet d'un jeu ambigu, évoquant notamment, je cite, une connivence de ses pays voisins avec les groupes terroristes du M23 et qui exige le retrait des troupes rwandaises de son territoire dans l'immédiat.
Dans l'actualité tunisienne, des manifestations se multiplient contre le président Kais Saied et le référendum du 25 juillet sur la refonte de la Constitution. La dernière en date du 19 juillet 2022, un appel du Front du Salut National, coalition de partis politiques d'opposition, évoquant la mainmise sur le pouvoir. Plus de détails, c'est dans ce compte rendu signé Emamoto. Ils étaient plus d'une centaine de personnes à scander devant le Théâtre national de Tunis à l'adresse du président Kais Saied, dimanche 19 juin 2022. Dans la foule, une majorité de sympathisants du parti islamiste Ennahda est descendue dans les rues pour protester contre le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à un référendum en juillet 2022 et la vocation de 57 juges par le président Kais Saied. Également l'exclusion du pouvoir judiciaire et contre le coup d'État visant la Constitution adoptée en grande pompe en 2014, 3 ans après la chute de la dictature de Zine El Abidine. Il s'oppose au nouveau projet de constitution de Kais Saied, élaboré lors du dialogue national boycotté par l'opposition et l'organisation syndicale Union Générale Tunisienne du Travail. Ils estiment que des acteurs clés de la société civile et les partis politiques en sont exclus. Par ailleurs, le 1er juin 2022, le président Saied a révoqué par décret 57 juges. Il invoque divers motifs dont la corruption, l'adultère, après avoir renforcé sa tutelle sur le système judiciaire. Cette décision est dénoncée par plusieurs ONG dont Human Rights Watch et Amnesty International comme une attaque directe contre l'état de droit. Ce lundi 20 juin 2022, les magistrats tunisiens entreront dans leur 3e semaine pour protester contre la révocation de leurs confrères. L'Afrique est-elle politiquement libre d'expression? L'interrogation se pose et se nourrit par les foyers de tensions politiques qui se créent dans plusieurs pays africains, à l'instar du Sénégal. À quelques jours seulement des élections législatives dans de nombreux pays africains, les populations se sentent muselées, mais surtout mises à l'écart des décisions politiques. Analyse tout de suite de Bala. Depuis plus de 10 ans, les États africains, à la recherche d'un équilibre qui semblerait introuvable, traversent une série de crises politiques dont le peuple est pratiquement toujours absent. En effet, le droit de suffrage par lequel devrait normalement s'exercer la souveraineté populaire ne permet guère aux citoyens africains de se faire entendre. Le système du parti unique est presque toujours présent et dans la plupart des cas, les élections ne sont qu'un moyen de légitimation formelle d'un pouvoir conquis et conservé par la violence. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest en est bien un exemple, même si certains pays cherchent à s'affirmer et sortent du lot, un véritable modèle à suivre. Toutefois, la constance du non-existence de la liberté d'expression politique en Afrique sous-entend que l'existence d'une réelle liberté d'expression politique en Afrique n'est qu'en réalité un mythe, et que tous les régimes mis en place en Afrique se rejoignent sur un point commun: la permanence d'une politique qui, à travers ses fluctuations, tend à maintenir les populations africaines dans une situation assez peu différente de la situation coloniale. C'est là une situation qui pousse bon nombre d'Africains à s'interroger sur la liberté d'expression politique en Afrique. Au Sénégal, par exemple, le climat politique semble bien tendu avant les législatives prévues le 31 juillet 2022. C'est dans un domicile surveillé et encerclé par plusieurs véhicules de police qu'Ousmane Sonko s'est couché le jeudi 16 juin 2022 dans la soirée. Vendredi après-midi, les forces de l'ordre encerclaient encore sa maison dans la cité Gorgui, un quartier résidentiel de Dakar, tandis que des barrières anti-émeutes ont barré l'accès. Une surveillance qui n'a cependant pas empêché les manifestations, pourtant interdites par le gouvernement sénégalais. Pneus brûlés, poubelles en feu, gaz lacrymogène sont entre autres les grandes fureurs qu'ont connues Dakar au cours des affrontements entre jeunes et forces de maintien de l'ordre le vendredi 17 juin 2022. Des manifestations pourtant redoutées depuis que les autorités avaient interdit mercredi 16 juin 2022 une grande manifestation provoquée par l'opposition pour protester contre l'invalidation d'une liste nationale de candidats de la coalition Yewwi Askan Wi pour le scrutin du 31 juillet 2022. C'est là une situation qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en Afrique, où le refus de manifester devient plus qu'une coutume.
Merci Bala. L'affaire de cambriolage impliquant le président Cyril Ramaphosa étend ses tentacules au-delà des frontières sud-africaines. La Namibie voisine est indexée et accusée d'avoir aidé le président Ramaphosa à étouffer l'affaire. Accusation et contre-accusation s'entrechoquent dans cet élément signé Kwetu. Le principal suspect dans l'affaire de cambriolage qui vaut au président Ramaphosa des accusations d'entrave à la justice dit avoir été arrêté et torturé par la police namibienne. Emmanuel David, un jeune Sud-Africain né en Namibie et impliqué dans le vol de millions d'euros dans une propriété de Cyril Ramaphosa, lance ainsi une accusation de complot de ce pays voisin de l'Afrique du Sud, dont le président H. Gengob a nié vendredi dernier tous les faits. Nous refutons les allégations de torture et d'enlèvement du suspect. Emmanuel David a déclaré le jeudi 16 juin le chef de la police namibienne, Sébastien Daitunga, dans un communiqué niant également avoir fait le sale travail pour le compte du président Ramaphosa. Cette affaire de vol, qui prend désormais une tournure diplomatique, met en difficulté Cyril Ramaphosa alors qu'il cherche à être investi par son parti, l'ANC, pour briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle 2024. À la tête d'une importante fortune personnelle, le président Ramaphosa a récemment reconnu que de l'argent lui avait été volé, mais conteste le montant annoncé et dénonce de sales coups et des intimidations à son égard. Cyril Ramaphosa, 69 ans, est visé par une plainte déposée début juin par l'ex-chef du renseignement sud-africain, Arthur Fraser, qui l'accuse d'avoir dissimulé à la police et au fisc le cambriolage, au cours duquel les voleurs seraient repartis avec l'équivalent de 3,8 millions d'euros qui étaient cachés dans son mobilier. Grève et manifestations pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Elles y ont eu recours, les infirmières zimbabwéennes dans le pays. C'est que le mal-être perdure depuis l'année 2019. Le pays est en proie à l'inflation qui fragilise le trésor de l'État et bien sûr fragilise également le porte-monnaie des habitants. Reportage, c'est avec vous, P. Elles sont épuisées et démoralisées après des années de travail acharné pour de maigres salaires dans des hôpitaux. Les travailleurs de santé sont en grève depuis le lundi 20 juin et protestent contre les mauvais salaires et les conditions de travail jugées déplorables depuis le début de la pandémie à coronavirus. Déjà en sous-effectif, en raison du départ des infirmières, ce mouvement de grève risque de paralyser l'ensemble du secteur sanitaire. C'est la deuxième fois que les infirmières grèvent depuis l'apparition du virus dans le pays. Le dernier mouvement remonte en 2020 et avait contraint des hôpitaux à refuser des patients, faute de personnel, qui avait causé la mort des bébés coincés dans le bassin de leur mère lors des opérations chirurgicales pratiquées tardivement. Au Zimbabwe, les infirmières sont payées 30 000 $ zimbabwéens, soit 79,37 $ par mois, affirment les syndicats de santé. Le système sanitaire zimbabwéen est à l'agonie, comme l'économie du pays plombée depuis 10 ans par une grave crise. Nourriture, électricité, carburant, tout manque. Ceux qui restent enchaînent les heures pour combler les trous dans le planning. Merci P. Parlons à présent de santé dans ce grand journal sur For You Télévision. Une réunion de crise est prévue avec le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé dans le but d'évaluer la dangerosité de la variole du singe. 2 ans un peu plus après l'apparition de la Covid-19 dans le monde et en Afrique. La nouvelle épidémie qui touche l'Europe s'est également signalée en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé est préoccupée par l'hypothèse d'urgence de santé publique internationale. Nous dites-vous, Foot Lady, dans ce reportage. Ils sont 8, ces pays africains parmi 39 qui ont signalé des cas de monkeypox. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, représente la plupart des cas avec 36, suivi de la République démocratique du Congo avec 10 et 8 en République centrafricaine. Le Bénin et le Cameroun ont signalé 3 cas chacun et la République du Congo a signalé 2 cas confirmés. De plus,
7 pays ont signalé des cas suspects de monkeypox alors qu'ils n'avaient auparavant aucune incidence. Ce sont l'Éthiopie, la Guinée, le Libéria, le Mozambique, la Sierra Leone, le Soudan et l'Ouganda. Les 2 pays qui n'ont pas d'antécédents de cas enregistrés sont le Ghana et le Maroc, qui ont signalé respectivement 5 cas et 1 cas. Selon le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, il s'agit clairement d'une situation inhabituelle qui affecte de plus en plus de pays, ajoutant que de meilleures préparations devraient être mises en place pour que le continent évite les inégalités subies lors de la réponse à la pandémie Covid-19. Car en tant qu'OMS en Afrique, les soutiens au pays sont intensifiés pour augmenter de toute urgence la capacité de dépistage de monkeypox, encore appelée variole du singe, et des milliers de tests pour le continent sont en train d'être achetés. Moeti a déclaré qu'un vaccin antivariolique plus récent et plus sûr avait été approuvé pour la prévention du monkeypox, mais l'Agence de santé des Nations Unies ne recommandait pas la vaccination de masse pour le moment. Cependant, il a averti que le continent devait être prêt à agir en cas de besoin. Les stocks mondiaux sont donc extrêmement limités à ce stade, mais un travail est fait en étroite collaboration avec les États membres et les partenaires sur un mécanisme de coordination pour garantir un accès équitable aux vaccins et aux traitements. Rappelons que l'avertissement de Moeti intervient quelques jours avant que l'OMS ne convoque un comité d'urgence pour indiquer si la propagation actuelle du monkeypox dans les pays non endémiques constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Restons en Afrique et allons au Cameroun où l'élection au barreau se tient depuis le 18 juin 2022 et a rendu les cartes des premiers résultats. Maître Claes Yves Kwanou, élu président, et Ernest Achouf Baka, vice-président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats du Cameroun. Les travaux de l'Assemblée générale élective du barreau du Cameroun qui ont débuté, le disais-je, le 18 juin 2022 ont également dévoilé 15 autres élus, des membres et qui se poursuivent bien sûr au Palais des Sports de Yaoundé. On parle des travaux dans cet élément signé Ntiama. Une joie indescriptible. Maître Claes Yves Kwanou est le nouveau président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. Il a été élu par ses confrères dimanche 19 juin 2022 au terme de 2 jours d'intenses travaux. Un sentiment de fierté et de joie après la proclamation des résultats. Ma fierté, celle que j'ai, n'est pas forcément la mienne, mais c'est celle de tout le barreau. Si le barreau doit changer, il doit changer à partir de l'Assemblée générale. C'est ainsi que le thème que je défends, c'est de replacer l'Assemblée générale au cœur de l'action du barreau et agir maintenant. Précédemment vice-président de ce barreau depuis 2018, Maître Claes Yves Kwanou vient remplacer Évariste Oumofo avec 1381 voix, résultat qui le place en tête de vote. Réunis massivement au Palais du Congrès depuis samedi 18 juin 2022, les hommes en robe noire ont exprimé leur suffrage à l'endroit d'Ernest Achouf Baka, comme vice-président de l'Assemblée générale du barreau camerounais. Je remercie les confrères, surtout les aînés qui ont porté leur voix sur nous, nos modestes personnes. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que le président et moi, nous avons le même âge et nous allons apporter notre meilleur, c'est notre vision. Installés désormais dans leur nouvelle fonction par le doyen de l'Assemblée générale, les élus du jour doivent se mettre au travail pour mériter la confiance qui a été mise en eux.
Quittons le Cameroun et la joie de l'élection au barreau pour parler de la Tanzanie où la joie n'est pas au rendez-vous mais plutôt l'inquiétude et la tristesse. En effet, 70 000 Massaïs sont menacés d'expulsion de la réserve de Ngorongoro en Tanzanie, territoire occupé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. État de choses qui soulève la problématique du respect des droits des peuples indigènes en Afrique tel que déclaré par les Nations Unies. Je vous propose cet élément signé Fotso. En Afrique, l'on estime à environ 50 millions les peuples indigènes qui se comptent parmi les bergers, cueilleurs, nomades et semi-nomades. Les peuples autochtones représentent une immense diversité de cultures, de traditions, de langues et de systèmes de connaissances uniques. Ils entretiennent une relation particulière avec leur terre et ont des conceptions différentes du développement fondées sur leur propre vision du monde et priorités. L'article 2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule d'ailleurs à ce propos que les autochtones peuples et individus sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet sans l'exercice de leurs droits d'aucune forme de discrimination fondée en particulier sur leur origine ou leur identité autochtone. Une situation qui contraste bien avec la réalité. Le peuple Maasai du Ngorongoro est actuellement sur les braises en Tanzanie. Le 18 juin dernier, plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont manifesté en Nairobi pour interdire l'expulsion des Maasai de Ngorongoro, une menace qui perdure depuis 1992. Et à présent, ces manifestants déplorent la perte de 1500 km² de leur pâturage et de leurs terres, le déplacement de 70 000 indigènes et plus de 200 000 têtes de bétail. Situation qui témoigne d'une violation à plusieurs niveaux de leurs droits individuels, collectifs et coutumiers, ainsi que des engagements de la Tanzanie envers ses obligations nationales et internationales. Dans la même veine, en 2004, les Bushmen, peuple indigène Ganagui et Bakalagadi, ont été expulsés de la réserve de gibier du Kalahari central en Afrique du Sud. Plus encore, en 2020, dans plusieurs provinces de la RDC, les Pygmées ont été expulsés de leurs forêts ancestrales par l'État qui a érigé ces forêts en aires protégées. Une autre violation des droits telle que édictée par la Charte africaine des droits de l'homme. Un autre cas de figure dans ce chapitre des expulsions des peuples premiers est le cas Cameroun où en 2013, près de 300 Bororo avaient reçu l'ordre de quitter sans négociation aucune sur un délai de 10 jours leur territoire situé à Bamenda 3 dans le nord-ouest du pays. Des terres qu'ils occupaient depuis 1904. D'après les archives, cet espace de 73 hectares querellés devait servir à la construction d'une université catholique. Au regard de ce qui précède, les peuples indigènes ou autochtones en Afrique comme dans le monde continuent d'être chassés de leurs terres et ce nonobstant la Charte des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le combat des associations de défense des droits des peuples indigènes, sans oublier une journée internationale à eux dédiée, le 9 août de chaque année, et l'on est en voie de se demander à quand la fin. C'est une note triste qui nous ramène au Cameroun où le naufrage du 7 juillet 2022 a donné lieu à une réflexion le 18 juillet dernier lors d'une messe écuménique donnée en présence du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné et quelques fils et filles ainsi que élites de la localité. Occasion a été donnée d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la dangerosité de la traversée du Nion, jugée justement dangereuse dans ce reportage signé Koumabité. A traduit notre espérance par la voix de ce qui représente notre profond. Plus jamais de mort à Makak, c'est ce qui ressort de la mobilisation des filles et fils de la localité dans le Nion et Kélé, suite au drame survenu le 7 juin 2022, créant ainsi des tourments dans les familles. Pour ce fait, une délégation des élites de la localité s'est rendue auprès du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, digne fille de la localité, afin de réfléchir tous ensemble sur les mesures et solutions à prendre pour que pareil crime ne se reproduise plus jamais. Nous nous associons tout simplement au plaidoyer des élus locaux pour adresser, transmettre à qui de pouvoir l'audience
qui sont celles de participation, qui sont les nôtres, parce que nous faisons partie de la participation. Que tous les fils et filles du Lion Ekele s'associent à cette action pour que nous puissions sauver les vies. Parce qu'il est préférable de voir quelqu'un en vie et que de voir quelqu'un sans vie. Des doléances qui devraient être portées par le MINAS auprès de son homologue, le ministre des Travaux publics, afin que des dispositions soient prises à son niveau en sa qualité d'ingénieur de l'État. Et pour honorer les victimes, la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a fait une descente dans la localité de Makak à l'invitation de ses sœurs et frères pour rendre un vibrant hommage aux défunts au cours d'une messe œcuménique à laquelle ont pris part toutes les différentes franges lors de cette rencontre. La MINAS et toutes les autres élites de la localité ont apporté non seulement le soutien émotionnel, mais également le soutien financier afin d'apaiser ces familles si durement éprouvées. Sortons des frontières africaines pour nous retrouver en Ukraine où Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a tenu son discours devant l'Union africaine ce 20 juin 2022 par visioconférence. Qualifié d'adresse conviviale par le président de l'Union africaine Macky Sall, le propos de Zelensky reposait sur, je cite, « se débarrasser de la menace de la famine, mission numéro 1 » car selon lui, l'Afrique est plus qu'une victime, mais un otage de ceux qui ont commencé la guerre contre l'Ukraine. Le président ukrainien a précisé que l'Afrique ne pouvait pas bénéficier d'un grand stock de céréales du fait du blocage des ports ukrainiens. Il en a en cela également interpellé les pays africains sur la question des sanctions et vices vécus par la Russie depuis février 2022, vécus par l'Ukraine depuis février 2022. Ses homologues ont simplement réitéré leur respect pour le droit international et leur appui pour la résolution pacifique des conflits et leur attachement à la liberté du commerce. Du côté de la France, les législatives se poursuivent et le deuxième tour camoufle le président Emmanuel Macron, un revers qui présage que le président ne disposera pas de la majorité absolue au Parlement de ce fait, contraint de partager sa gouvernance durant ce quinquennat. Je vous propose à présent l'analyse signée Bachir Ladane. Coup dur pour Emmanuel Macron. La République en marche vient d'essuyer une cinglante défaite au second tour des législatives tenues dimanche dernier en France. Plusieurs de ses cadres se sont inclinés dans des circonscriptions pourtant réputées être leur fief. L'ampleur de la claque infligée au patron de l'Élysée par les électeurs est illustrée par la défaite de plusieurs de ses très proches, véritables piliers de la majorité. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, battu dans son fief du Finistère. Christophe Castaner, chef des députés La République en marche, défait sur sa terre des Alpes de Haute-Provence. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, dépassée dans l'Essonne, et la tout juste ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, coiffée au poteau par le Rassemblement national de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. La coalition Ensemble, qui soutient le président de la République, n'a obtenu que 245 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, bien loin des 289 sièges nécessaires pour disposer d'une majorité absolue. Ces défaites font place à la poussée de la NUPES, coalition dirigée par Jean-Luc Mélenchon, avec 137 sièges, et celle du RN, qui s'en sort avec 89 députés. Ils auront deux groupes importants à l'Assemblée nationale, rendant le quinquennat à venir très incertain. Bien que le score interroge aussi sur la poursuite du bail d'Elisabeth Borne à Matignon, il n'assure pas une place à la primature à Jean-Luc Mélenchon comme il l'a souhaité. En attendant que toutes les cartes soient mises sur la table, il est bien clair que ce second tour des législatives ressemble furieusement à un référendum anti-Macron.
En Colombie, l'élection d'un président de gauche dessine l'ouverture d'une nouvelle ère dans le pays colombien. L'ex-guérillero Gustavo Petro a eu un suffrage de 50,49% de voix après avoir axé sa campagne sur l'idéologie de la politique de l'amour. Mais à présent, quels sont les défis qui attendent le nouveau président colombien? Dans cet élément signé Noira, plus de détails. 50,49% des voix contre 47,26%. C'est avec ce résultat que les Colombiens ont élu Gustavo Petro, premier président de gauche socialiste dans ce pays au terme du second tour des présidentielles sous tension le dimanche 19 juin 2022 face à l'indépendant Rodolfo Hernández. Âgé de 62 ans, l'ancien sénateur incarne l'espoir de tout un peuple. La preuve, son idéologie politique est déclinée dans la politique de l'amour. Une volonté manifeste du social-démocrate de faire d'importants changements sociaux et économiques. Les populations attendent d'ailleurs qu'il fasse de la lutte contre la corruption son champ de bataille. Le candidat de la gauche socialiste a inscrit dans l'ordre du jour de son programme politique l'accès gratuit dans les universités, la mise sur pied du système de santé et des retraites publiques, l'assurance d'une transition écologique et la promotion d'une économie basée sur l'agriculture et le tourisme. Ex-guerrillero, Gustavo Petro a promis de s'engager dans la lutte contre l'insécurité en procédant à la reprise des négociations avec les groupes armés pour pacifier le pays. Le vainqueur des présidentielles s'est vu félicité par son adversaire, l'indépendant Rodolfo Hernández, et le président sortant, le conservateur Iván Duque. C'est donc certainement une nouvelle ère qui s'ouvre à Bogota et dans le reste de la Colombie au regard de la venue d'un président de gauche qui s'y présente comme un symbole de renaissance. Championnat d'Afrique centrale de taekwondo, le Cameroun récolte 9 médailles lors de cette 7e édition du championnat et remplace le tenant du titre 2021, la République démocratique du Congo. Le pays a participé à 16 finales de diverses catégories, il faut le souligner. Le 18 juillet 2022, parmi les 7 pays présents au rendez-vous, seules 5 nations se sont exprimées sur le tatami. Il s'agit du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale, la RCA et le pays hôte, le Cameroun. Le Congo et la RDC n'ont pas compéti et au classement, après le Cameroun, vient le Tchad en 2e place, la RCA en 3e place, puis le Gabon. La Guinée équatoriale occupe la 5e place et le Congo démocratique se range à la 6e place. Parlons à présent des récompenses. Les CAF Awards reprennent de service après 2 ans d'absence. La remise des récompenses de football africain va se tenir le 21 juillet prochain au Maroc. La succession au Sénégalais Sadio Mané est officiellement ouverte, ainsi que l'attente languissante des listes des nominés. Je vous propose cet élément pour plus de détails, signé Nguéné. Le 21 juillet 2022, tous les regards seront rivés vers le Maroc pour le grand retour des CAF Awards, la prestigieuse cérémonie des récompenses des talents africains refait surface après 2 ans d'absence suite à la pandémie à Covid-19. Pour ce grand retour, la Confédération africaine de football n'a pas voulu précipiter les choses compte tenu de son agenda avec notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Même si la liste des nominés n'a pas encore été rendue publique, certains observateurs se réjouissent de ce retour, d'autant plus qu'il a refait surface avec un nouveau règlement, celui qui stipule qu'à l'image du Ballon d'Or France Football, les joueurs seront désormais jugés sur la saison écoulée et non plus sur les performances de l'année civile. Pour cette édition 2022, la période prise en compte est celle comprise entre septembre 2021 et juin 2022. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain. Seront concernés par ces récompenses le titre de joueur interclub de l'année, de jeunes joueurs de l'année ainsi que d'entraîneur de l'année, sans certainement oublier la petite nouveauté, le titre de joueuse interclub de l'année.
Merci Nguéné. Toujours football, on parle à présent de la condamnation de Samuel Eto'o à 22 mois de prison pour fraude fiscale dans le pays espagnol. L'ancien footballeur a été condamné ce 20 juillet 2022 selon Mundo Deportivo. Le Camerounais, l'ancien sociétaire du FC Barcelone et de l'Inter de Milan, est accusé d'avoir caché 3,8 millions d'euros au fisc espagnol lorsqu'il jouait dans le pays entre 2006 et 2009. Mesdames, Messieurs, voilà qui referme cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Merci à tous d'y avoir pris part. Restez en compagnie de nos programmes et surtout, bonne semaine. Afin de soutenir le Mali dans la promotion des investisseurs et des capitaux d'investissement africains, l'OPAM, Organisation panafricaniste mondiale, organise du 23 au 25 juin 2022 à Bamako la première édition du Forum d'investissement panafricain FIPA. Avec au menu plusieurs conférences, débats aux thématiques variées, animées par les panafricanistes de renom venus des 4 coins du globe, et une foire d'exposition et vente mettant en exergue la créativité africaine et l'actionnariat populaire. Le FIPA est placé sur le parrainage de Chérif Mohamedou Ould Cheikh Hamaoula Di Bouye, sponsorisé par plusieurs partenaires panafricanistes. Pour prendre part à ce grand forum d'investissement panafricain, contactez le numéro +223 76 31 31 99 +223 76 44 96 20 ou s'inscrire via le site web www.opam.org. L'OPAM pour un panafricanisme d'action. Et moi, c'est Diapason, je suis un sableur, d'accord. Je pratique ce métier, pratiquement ça fait, disons, 8 ans. Et depuis que je fais ce métier, j'essaie de